Jake Morrison, fraîchement débarqué de la navette de transport, posa le pied pour la première fois sur Harmony 7. Cette gigantesque station spatiale, située en territoire neutre, servait de quartier général au haut commandement de l'Alliance galactique. En tant que nouvel agent de liaison militaire de la Terre, Jake ressentait un mélange d'excitation et de nervosité face à cette affectation. Le quai de débarquement était en pleine effervescence. Des extraterrestres de dizaines d'espèces différentes traversèrent les couloirs, leurs diverses formes créant un kaléidoscope de couleurs et de silhouettes. Jake les avait tous étudiés durant sa formation, mais les voir en personne le laissait toujours émerveillé. Il se dirigea vers le point de contrôle de sécurité, observant les autres délégués passer devant lui. Un guerrier krillien imposant, mesurant facilement 2,10 mètres et arborant des pointes osseuses naturelles jaillissant de ses épaules, remit aux gardes un impressionnant canon à plasma. L'arme semblait capable de transpercer la coque d'un vaisseau spatial. Ensuite, arriva un groupe de voix d'orne, leur forme bleue translucide chatoyant alors qu'ils remettaient des appareils qui brillaient d'une étrange énergie. Jake savait qu'il s'agissait de manipulateurs psychiques, des armes capables de brouiller les pensées d'un ennemi à travers un champ de bataille. Même les pacifiques Batanians, des êtres végétaux qui s'engageaient rarement dans des conflits, devaient abandonner leur lance-épines. Ces armes organiques pouvaient injecter des toxines mortelles avec une précision impeccable. Jake arriva au point de contrôle et attendit son tour. Le scanner de sécurité, un imposant Alarian avec 4 bras et une peau vert foncé, lui fit signe d'avancer. « Espèce et niveau d'accréditation » demanda le garde avec un fort accent standard. « Membre du corps diplomatique humain, liaison militaire, accréditation » répondit Jake en cherchant son identification. L'Altarien examina la carte d'identité, puis Jake, avant de le laisser passer sans aucun scan ni vérification d'armes. Jake marqua une pause, perplexe. « Vous n'avez pas besoin de me fouiller pour des armes ?» L'expression du garde devint gênée. « Les humains sont exemptés des protocoles de sécurité standards. Veuillez vous rendre au niveau 7. »« Mais pourquoi suis-je exempté ?» insista Jake. « Ordre du général Vextar. Aucune exception, aucune explication. » Le ton du garde montra clairement que la conversation était terminée. Jake traversa le point de contrôle, l'esprit en effervescence. Toutes les autres espèces avaient été minutieusement scannées et désarmées, mais il avait été laissé passer sans la moindre question. Cela n'avait aucun sens. Les couloirs d'Harmony 7 étaient impressionnants, avec des murs offrant des vues en temps réel de l'espace extérieur. Jake trouva son chemin vers la salle de conférence principale où sa première réunion du haut commandement allait avoir lieu. La pièce était immense, avec une table circulaire pouvant accueillir des représentants des 47 espèces de l'Alliance. Jake prit place à côté de Lisa Park, la négociatrice en chef de l'humanité. C'était une femme d'une 40aine d'années, aux yeux vifs et aux cheveux grisonnants, tirés en un chignon pratique. « Premier jour ?» demanda-t-elle avec un sourire entendu. « Oui. Il s'est passé quelque chose d'étrange à la sécurité, cependant. Ils ne m'ont pas scanné du tout. » Le sourire de Lisa s'estompa légèrement. « Ils ne scannent jamais les humains. Ne vous en faites pas. » Avant que Jake ne puisse poser d'autres questions, la réunion commença. Le général Vextar, chef de la sécurité altarienne, demanda le silence. Le sujet portait sur un différend territorial entre les Krilliens et la collectivité des Ruches, 2 des membres les plus agressifs de l'Alliance. L'ambassadeur Zector représentait les Krilliens. Il était massif, même selon les normes de son espèce, avec des pointes osseuses polies jusqu'à un blanc éclatant. Sa voix grave résonna à travers le système de traduction pendant qu'il parlait. Le système minier de Kepler est un territoire krillien depuis plus de 50 cycles. Nous ne tolérerons pas l'expansion illégale de la ruche dans notre espace. De l'autre côté de la table, la reine de la ruche Zakat claqua ses mandibules de colère. Les yeux composés de l'extraterrestre insectoïde reflétèrent les lumières de la pièce alors qu'elle répondait. « Vos cartes sont obsolètes, chanteur d'os. Nos essaims ont établi des colonies dans ce système avant même que vos guerriers ne sachent qu'il existait. Vous violez nos droits ancestraux. »
La tension dans la salle devint palpable. Jake observa les deux parties devenir plus agressives. Les pointes osseuses de Zector commencèrent à s'étendre davantage de ses épaules, un signe clair de colère grandissante chez les Krilliens. Les ailes de la reine de la ruche bourdonnaient d'agitation, et ses serviteurs se rapprochaient d'elle en formation protectrice. D'autres délégués autour de la table s'agitaient nerveusement. Le vide éteignit leur lueur naturelle, tandis que les feuilles des batagnans bruissèrent d'anxiété. Jake réalisa que ce qui avait commencé comme une discussion diplomatique tournait rapidement à quelque chose de beaucoup plus dangereux. Zector frappa du poing sur la table, faisant sursauter plusieurs délégués plus petits. L'honneur des clans Krilliens ne sera pas remis en question par des insectes. Nous avons versé notre sang pour ce territoire. La reine Zakat se leva de son siège, ses 6 pattes claquant au sol. Votre sang ne signifie rien pour la ruche. Nous essaimons là où nous le voulons, et aucun chanteur d'os ne nous arrêtera. La salle explosa. Les délégués commencèrent à crier dans des dizaines de langues. Le système de traduction luttait pour suivre le rythme. Jake vit les gardes de sécurité se diriger vers les portes, leurs mains se posant sur leurs armes. Cela allait tourner au désastre. Alors, Lysa Park se leva, tout simplement. Le changement fut immédiat et déconcertant. Chaque voix dans la pièce se tut. Tous les regards se tournèrent vers la femme humaine qui n'avait même pas élevé la voix ni fait de gestes menaçants. « Messieurs, mesdames, » dit Lysa calmement, son ton conversationnel. « Discutons-en rationnellement. » Jake observa avec stupéfaction comment Zector et la reine Zakat commencèrent immédiatement à reculer. Les pointes osseuses du Krillien se rétractèrent, et sa posture agressive s'estompa. Les ailes de la reine de la ruche cessèrent de bourdonner, et elle se rassit sur son siège avec ce qui ressemblait presque à un soulagement. « Bien sûr, » grommela Zector, bien qu'il semblât confus par sa propre docilité. « Peut-être devrions-nous examiner les archives historiques plus attentivement. »« La ruche est d'accord, » ajouta la reine Zakath, ses mandibules cliquant dans ce que Jake reconnut comme un accord nerveux. Une discussion rationnelle sert tout le monde. Le reste de la réunion se déroula sans accroc, les deux parties convenant de soumettre leurs revendications à un arbitrage neutre. Jake ne comprenait pas ce qui venait de se produire. Lysa n'avait rien fait qui aurait dû mettre fin au conflit. Pourtant, ces simples mots avaient complètement transformé l'ambiance de la pièce. Alors que les délégués sortaient après la réunion, Jake remarqua autre chose de dérangeant. Chaque alien dans la pièce laissait un large espace aux humains. Aucun d'eux ne s'approchait à portée de bras de Jake ou de Lysa, et il pouvait sentir la tension dans leur langage corporel chaque fois que les humains faisaient des mouvements brusques. De retour dans ses quartiers ce soir-là, Jake tenta de donner un sens à ce dont il avait été témoin. Il activa sa tablette personnelle et commença à revoir les événements de la journée, cherchant le moindre indice qui pourrait expliquer le traitement étrange réservé aux humains. Alors qu'il faisait défiler ses fichiers, quelque chose attira son attention. Un fragment de document avait été téléchargé dans son système, marqué de classifications de sécurité qu'il n'avait jamais vues auparavant. Le fichier était en grande partie corrompu, mais il parvint à distinguer quelques lignes. Projet Mindbridge. Niveau de classification. Secret absolu. Capacité de guerre psychologique humaine. Statut militarisé. Avertissement. Déploiement inconscient confirmé chez 73% des sujets testés. Recommander des protocoles d'isolement immédiat pour tout le personnel diplomatique humain. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer l'étendue complète des capacités de l'espèce. Jake fixa l'écran, le sang glacé. Capacité de guerre psychologique militarisée. Que signifiait cela? Et pourquoi ce dossier s'était-il retrouvé dans son système? Il repensa à la réunion, à la manière dont Lysa avait mis fin au conflit avec quelques mots seulement, à la façon dont chaque alien gardait ses distances avec les humains, à l'exemption de sécurité qui n'avait aucun sens. Pour la première fois depuis son arrivée sur Harmonie 7, Jake commença à se demander si les humains étaient traités différemment. Non pas parce qu'on leur faisait confiance,
mais parce qu'ils étaient dangereux d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Jake passa une nuit blanche à fixer le fragment de fichier mystérieux. Au matin, il avait pris sa décision. Il avait besoin de réponses, et Lisa Park était la seule personne qui pourrait les avoir. Il la trouva sur le pont d'observation de la station, buvant un café, tout en observant les étoiles à travers les immenses baies vitrées. L'espace autour d'Harmony 7 était animé par des vaisseaux venus de toute la galaxie. Leurs différentes conceptions reflétaient la diversité de la technologie de l'Alliance. « Lisa, il faut qu'on parle », dit Jake en s'asseyant sur la chaise en face d'elle. Elle leva les yeux de son café, notant la tension dans sa voix. « Qu'est-ce qui vous préoccupe ?» Jake activa sa tablette et lui montra le fichier corrompu. « Ceci est apparu dans mon système la nuit dernière. Projet Mindbridge, capacité de guerre psychologique. » « Savez-vous de quoi il s'agit ?» Lisa étudia l'écran, son expression soigneusement neutre. « Je n'ai jamais vu ce fichier auparavant, » dit-elle finalement. « Mais j'ai entendu des rumeurs à ce sujet. » « Quel genre de rumeurs ? Le genre qui suggère que nos succès diplomatiques ne sont pas entièrement dus à notre charme et à notre intelligence. » Lisa posa sa tasse de café. « Jake, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les négociations humaines semblent se dérouler si bien ? Pourquoi les conflits s'apaisent lorsque nous intervenons ?» Jake repensa à la réunion d'hier. « Ce que vous avez fait avec les Krilliens et la collectivité des ruches n'était pas normal, n'est-ce pas ? » « Je ne sais pas ce que vous entendez par normal. Je leur ai seulement demandé d'être rationnels, mais ils étaient prêts à se battre. Zektor était pleinement agressif, et la reine Zakat se préparait à la guerre. Puis, vous vous êtes levés, vous avez dit quelques mots, et ils ont tous deux complètement reculé. » Lisa resta silencieuse un long moment. « Il pourrait y avoir du vrai dans ce que vous pensez. Êtes-vous prête à m'aider à enquêter sur cela ?» Au cours des jours suivants, Jake et Lisa travaillèrent ensemble pour approfondir le mystère. Ils utilisèrent leur accès diplomatique pour fouiller dans les dossiers classifiés de l'Alliance, à la recherche de toute mention de capacités humaines inhabituelles ou d'incidents. Ce qu'ils découvrirent était dérangeant. La première découverte majeure eut lieu dans une base de données militaire. Il y a 3 ans, lors de la confrontation de la station Kepler, un événement sans précédent s'est produit, modifiant à jamais la position de l'humanité dans la galaxie. Le capitaine Roy Bennett dirigeait la défense de Kepler face à une offensive massive des Krillians. Cette station, bien que vitale pour la recherche humaine, était faiblement protégée. À l'arrivée de 3 flottes de guerre Krillianes complètes, Bennett a su que les armes conventionnelles ne suffiraient pas. Le rapport officiel, bref et fortement censuré, clarifiait néanmoins les faits essentiels. Alors que la station était sur le point de tomber, avec des milliers de civils piégés, le capitaine Bennett a accompli quelque chose d'inédit pour un commandant militaire. Il a pris une petite navette, est allé directement au vaisseau amiral ennemi et l'a abordé, totalement désarmé. Ce qui s'est passé ensuite n'a été enregistré que par fragments, mais le résultat est incontestable. Toute la flotte de guerre Krilliane s'est rendue sans tirer un seul coup. 3000 navires ennemis, vaincus par un seul humain non armé. Comment quelqu'un persuade-t-il toute une flotte de guerre de se rendre juste en parlant ? A demandé Jake en examinant les dossiers. Je ne pense pas qu'il s'agisse seulement de parler, a répliqué Lisa. Regarde ce rapport médical des survivants Krillian. Le document décrit des symptômes psychologiques inhabituels chez l'équipage ennemi. Beaucoup ont rapporté un sentiment accablant de honte et de désespoir lors de la visite de Bennett sur leur vaisseau. Certains ont décrit avoir eu l'impression que leurs peurs les plus profondes avaient été exposées et examinées. Plusieurs ont nécessité un traitement psychologique pendant des semaines. On dirait qu'il a agi sur leurs esprits, a commenté Jake. Ou peut-être qu'il a simplement mieux compris leurs esprits qu'eux-mêmes. Leur enquête les a conduits à la DAE Amy Foster, une xénobiologiste qui était stationnée à Kepler pendant la bataille. Elle a accepté de les rencontrer dans son laboratoire, un espace encombré d'échantillons biologiques provenant de dizaines d'espèces extraterrestres. La Dre Foster était une femme menue, aux yeux fatigués et aux cheveux grisonnants.
Elle étudiait la psychologie extraterrestre depuis plus de 20 ans et s'exprimait avec la précision méticuleuse d'une scientifique qui avait vu des choses remettant en question toutes ses certitudes. J'étais au centre de commandement lorsque le capitaine Bennett a contacté la flotte Krillian. A-t-elle commencé? J'ai surveillé les communications, observé les relevés biométriques de leur vaisseau. Ce que j'ai vu n'aurait pas dû être possible. Elle a affiché des hologrammes montrant des scanners cérébraux et des relevés de stress du personnel humain et Krillian durant l'incident. Regardez ces schémas, a dit la Dre Foster, désignant les données. L'activité neuronale de Bennett était sans précédent. Ses centres d'empathie fonctionnaient à des niveaux qui auraient dû provoquer de graves dommages psychologiques, mais il semblait plutôt projeter ces schémas vers l'extérieur. Jake a examiné les relevés. Projetant où? Vers les Krillians. Tous les extraterrestres de leur vaisseau amiral ont commencé à montrer des schémas cérébraux synchronisés quelques minutes après l'arrivée de Bennett. C'était comme s'il influençait directement leurs états émotionnels et psychologiques. Lisa s'est penchée en avant. Est-ce même possible? Ça ne devrait pas l'être. Mais j'étudie ce phénomène depuis 3 ans, et je pense que je comprends ce qui rend les humains uniques. Chaque espèce dans la galaxie a évolué avec des armes ou des défenses naturelles. Les Krillian ont leur pointe osseuse et leur culture guerrière. Les vide-nez peuvent manipuler l'énergie par la pensée. Les collectifs de ruches ont des nombres écrasants et une conscience partagée. La Dre Foster a activé un autre écran, montrant des arbres évolutifs de diverses espèces. Mais les humains ont évolué différemment. Vous étiez des chasseurs persistants sur un monde rempli de grands prédateurs dangereux. Vous avez survécu non par la force individuelle, mais par la coopération sociale et la capacité à comprendre et influencer le comportement des autres espèces. Vous avez appris à lire l'esprit des proies pour prédire leurs mouvements, à travailler ensemble d'une manière que les autres espèces ne pouvaient égaler. Jake commençait à comprendre. Tu dis que nous avons évolué pour être doués pour lire et influencer la psychologie? Plus que doués. Vous êtes naturellement apte à détecter les points faibles psychologiques de tout être sensible. La plupart des humains le font inconsciemment dans les interactions sociales normales. Vous lisez le langage corporel, le ton de la voix et les signaux émotionnels mieux que toute autre espèce connue. Mais dans des situations extrêmes, certains humains peuvent apparemment amplifier cette capacité à des niveaux extraordinaires. La Dre Foster a affiché d'autres dossiers montrant des rapports d'incidents à travers l'espace humain. Ce n'est pas un cas isolé. Il y a eu des dizaines d'événements similaires. Le diplomate Sam Carter a mis fin à une guerre à 3 en faisant comprendre à chaque espèce que leur conflit était motivé par une peine mutuelle. La négociatrice commerciale Karen Phillips a convaincu toute une guilde marchande d'abandonner l'esclavage, en les forçant à confronter l'histoire de leur propre espèce en tant que peuple conquis. Elle a montré d'autres rapports. Le conseiller militaire, Greg Walsh, a empêché un génocide en aidant une espèce guerrière à comprendre que son agression découlait d'un traumatisme évolutif. Dans chaque cas, l'humain impliqué a obtenu des résultats impossibles grâce à ce qui semblait être de la pure manipulation psychologique. La chose terrifiante, a poursuivi la Dre Foster, c'est qu'aucun de ces humains ne réalisait ce qu'ils faisaient. Tous ont rapporté avoir eu des conversations normales, énoncé des évidences ou offert de simples conseils. Ils n'avaient aucune idée qu'ils utilisaient, ce qui équivaut à des super-armes psychologiques. Jake a senti un frisson lui parcourir l'échine. « Tu es en train de dire que tous les humains peuvent faire ça ?» À un certain degré, oui. Chaque humain possède ses capacités, mais la plupart les utilisent à des niveaux très faibles. Lors d'une interaction sociale normale, vous reflétez inconsciemment les états émotionnels des gens autour de vous. Vous savez instinctivement quoi dire pour réconforter quelqu'un qui est bouleversé. Vous pouvez sentir quand quelqu'un ment ou cache quelque chose. Lisa est restée silencieuse un instant, puis a posé la question que Jake redoutait d'entendre. Si c'est vrai, si les humains ont vraiment ces capacités, alors pourquoi sommes-nous autorisés au haut commandement? Pourquoi chaque gouvernement de la galaxie n'est-il pas terrifié par nous? L'expression de la Dre Foster est devenue grave. Qui dit qu'ils ne le sont pas? Jake, pourquoi penses-tu être exempté de la fouille d'armes?
ce n'est pas parce que vous êtes digne de confiance. C'est parce que les armes conventionnelles seraient superflues. Un humain ayant une formation consciente en manipulation psychologique pourrait potentiellement rendre des espèces entières folles ou les pousser au suicide. Le poids des révélations les a submergés. Jake a pensé à chaque succès diplomatique de l'humanité, à chaque conflit résolu, à chaque négociation qui leur avait été favorable. Combien de ces victoires avaient été remportées non par l'habileté ou la sagesse, mais par une guerre psychologique inconsciente? Il y a autre chose, a dit doucement la Dreux Foster. L'Alliance étudie secrètement la psychologie humaine depuis des années. Ils essaient de comprendre l'étendue de vos capacités et de développer des défenses contre elles. Elle leur a montré un dernier dossier, marqué des classifications de sécurité les plus élevées. Ils appellent ça le problème humain. La question n'est pas de savoir si les humains sont dangereux. La question est de savoir si la galaxie peut survivre si les humains apprennent un jour à utiliser leurs capacités consciemment. Jake a fixé le dossier, comprenant enfin pourquoi il avait été autorisé à passer la sécurité. Pourquoi les extraterrestres gardèrent leur distance avec les humains? Pourquoi les simples paroles de Lisa pouvaient mettre fin à des conflits qui auraient dû mener à la guerre? Les humains n'étaient pas autorisés à entrer au haut commandement désarmés parce qu'ils étaient dignes de confiance. Ils étaient si naturellement dangereux que leur donner des armes serait comme donner des explosifs à une espèce cracheuse de feu. Et le plus effrayant, c'est que l'humanité commençait tout juste à comprendre de quoi elle était capable. Jake n'a pas pu dormir après avoir appris les capacités cachées de l'humanité. La pensée qu'il pourrait manipuler inconsciemment l'esprit de son entourage était profondément troublante. Il devait savoir si c'était vraiment vrai, et il n'y avait qu'un seul moyen de le découvrir. Le lendemain matin, il s'est porté volontaire pour un exercice d'entraînement militaire prévu au centre de simulation de la station. Le scénario impliquait des extrémistes vide-nez, ayant saisi un vaisseau de transport civil avec des otages à bord. Jake jouerait le rôle du négociateur, tandis que de véritables militaires vide-nez agiraient en tant que terroristes. Le lieutenant-commandant Zephron, un officier vétéran vide-nez à la peau bleue translucide et aux marques argentées, a informé Jake des paramètres de l'exercice. Les vide-nez étaient reconnus pour leur esprit logique et leur contrôle émotionnel, ce qui en faisait d'excellents choix pour des scénarios d'entraînement réalistes. La simulation sera aussi authentique que possible, a expliqué Zephron de sa voix mélodique. Mon équipe adoptera la mentalité de véritables extrémistes. Nous ne vous faciliterons pas la tâche, humain Jake. Jake a hoché la tête, nerveux. Je comprends. Je ferai de mon mieux. Alors que Jake se préparait à entrer dans la chambre de simulation, il a réfléchi à ce que la Dreux Foster lui avait dit. Si les humains pouvaient réellement lire et influencer la psychologie extraterrestre, ils pourraient peut-être sentir quelque chose pendant l'exercice. Il a décidé de prêter une attention particulière à son instinct et de voir ce qui se passait. La chambre de simulation avait été configurée pour ressembler à l'intérieur d'un vaisseau de transport. Des hologrammes montraient de l'extérieur de l'espace, rendant l'environnement authentique. Jake pouvait voir 5 vides-nez dans la zone principale des passagers, avec ce qui semblait être des otages civils recroquevillés derrière les sièges. L'exercice a commencé avec les protocoles de négociation standards. Jake a activé le système de communication et s'est présenté aux terroristes. Ici, le commandant Morrison de l'Alliance Galactique. Je veux parler à votre chef et voir si nous pouvons résoudre cette situation pacifiquement. L'un des vide-nez, portant l'insigne d'une faction radicale, a répondu avec la rhétorique extrémiste typique. L'Alliance a opprimé notre peuple depuis trop longtemps. Nous exigeons la reconnaissance de l'indépendance des nés du vide et une compensation pour la perte de notre monde natal. Jake, suivant sa formation, prenait note de leurs préoccupations tout en tentant d'établir un dialogue. Mais au fil de l'échange, une chose étrange commença à l'intriguer. Il ne portait pas seulement attention aux propos des nés du vide, mais aussi à des nuances subtiles dans leur manière de s'exprimer. Leur peau translucide laissait voir leur système circulatoire, dont les motifs variaient avec leurs états émotionnels. Les marques argentées sur leur visage semblaient pâlir légèrement lorsqu'ils doutaient, et leur posture,
ainsi que la façon dont ils tenaient leurs armes énergétiques, révélaient également leur état mental. Plus significativement, Jake commença à ressentir leurs émotions. Le chef, qui tentait de paraître confiant et menaçant, était en réalité terrifié. Jake percevait la peur sous les mots agressifs et comprenait précisément la nature de cette crainte. Les nés du vide avaient perdu leur monde natal, des siècles auparavant, suite à un effondrement stellaire. Toute leur espèce vivait désormais à bord de vaisseaux et de stations, sans jamais pouvoir considérer un lieu comme un véritable foyer. Ce leader extrémiste n'était pas réellement motivé par l'oppression politique, mais désespérément effrayé que son peuple soit oublié, que sa culture s'estompe, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de la fière civilisation du vide d'antan. Jake réalisa qu'il ne suivait plus son protocole de négociation, mais répondait à quelque chose de plus profond, une compréhension instinctive de ce que cet extraterrestre avait besoin d'entendre. « Vous n'êtes pas vraiment en colère contre les politiques de l'Alliance », dit Jake calmement. « Vous avez peur que votre peuple disparaisse, qu'un jour personne ne se souvienne de votre monde natal du vide ou des grandes cités que vous avez édifiées parmi les formations cristallines de Prime. » L'effet fut immédiat. L'arme du leader terroriste glissa entre ses mains, et ses marques argentées commencèrent à pulser. Un signe que Jake reconnut comme de la surprise et de la douleur. « Comment connaissez-vous Prime ?» murmura le nez du vide. Ce nom n'a pas été prononcé dans les chambres de l'Alliance depuis des décennies. Jake continua, suivant son instinct, plutôt qu'un plan conscient. « Je le sais parce que le souvenir des beautés perdues est inscrit dans chacun de vos gestes. Votre peuple porte la peine d'un monde mort dans son ADN même, et cette peine vous fait craindre de tout perdre un jour. » Les autres nés du vide dans la simulation commencèrent également à baisser leurs armes. Jake pouvait voir des larmes se former dans leurs grands yeux sombres. La prise d'otage artificielle fut oubliée, tandis que les extraterrestres réagissaient à quelque chose de plus profond que le théâtre politique. « Nous rêvons de flèches de cristal chaque nuit, » dit l'un d'eux doucement. « Nous enseignons à nos enfants des chansons sur un monde qu'ils ne verront jamais. Mais les membres de l'Alliance ne s'intéressent jamais à nos rêves. Ils ne nous voient que comme des alliés utiles ou des menaces potentielles. » Jake ressentit une sensation étrange, comme s'il était connecté à leur état émotionnel d'une manière transcendant la communication normale. Il percevait leur solitude, leur peur, leur besoin désespéré d'être compris et de ne pas être oublié. « Vos rêves comptent, » dit-il. « Votre monde perdu compte. L'Alliance n'a pas besoin de vous craindre pour respecter votre chagrin. Et respecter votre chagrin ne signifie pas céder à l'extrémisme. Cela signifie trouver un moyen d'honorer votre passé tout en construisant un avenir. » La simulation aurait dû durer encore 1 heure. Mais soudain, l'environnement holographique vacilla et s'éteignit. Du personnel de sécurité de l'Alliance, de vrai, se précipita dans la chambre, le visage empreint de concernement et de confusion. Le docteur Foster apparut aux côtés de Jake, son scanner médical déjà activé, et pointant vers les participants nés du vide. « Fin de l'exercice, » annonça-t-elle. « Tout le personnel doit se présenter immédiatement pour une évaluation psychologique. » Le lieutenant-commandant Zephron s'approcha de Jake, ses marques argentées toujours vacillantes de détresse. « Qu'avez-vous fait de nous ?» demanda-t-il, la voix tremblante. « Quand vous avez parlé de notre monde natal, j'ai eu l'impression que vous pénétriez mon esprit et touchiez des souvenirs que je tiens enfouis. Nous avons tous ressenti cela. La douleur était réelle, mais la compréhension l'était aussi. » Jake le fixa, réalisant ce qui s'était passé. « Je ne sais pas. J'essayais juste de comprendre ce dont vous aviez vraiment besoin. Aucune arme en notre possession n'aurait pu nous affecter comme vos paroles, » continua Zephron. « Vous ne nous avez ni menacés, ni trompés. Vous nous avez fait nous sentir réellement vus pour la première fois depuis des décennies. Mais l'intensité de cette connexion, c'était accablant. » Le docteur Foster étudiait les résultats de son scanner avec une inquiétude croissante. « Jake, je dois vous parler en privé, maintenant. » Ils se rendirent dans une salle de briefing sécurisée où le docteur Foster montra à Jake les données biométriques de l'exercice. « Regardez ces schémas neuronaux, » dit-elle en désignant les affichages holographiques.
Durant les dernières minutes de la simulation, votre activité cérébrale était synchronisée avec celle des 5 participants nés du vide. Vous partagiez d'une manière ou d'une autre leur état émotionnel, tout en l'influençant simultanément. Jake étudia les relevés, voyant la preuve indéniable de ce qui s'était produit. Je pouvais sentir ce qu'ils ressentaient, leur peur, leur chagrin, leur besoin d'être compris. C'était comme si j'étais dans leurs esprits, et eux dans le mien, dans une certaine mesure. Ce niveau de connexion empathique devrait être impossible entre espèces différentes. Nos structures cérébrales sont complètement distinctes. Mais vous avez créé, d'une manière ou d'une autre, un lien psychologique temporaire qui a permis une véritable communication émotionnelle. Le Dr Foster afficha d'autres données montrant les réponses de stress des participants nés du vide. La bonne nouvelle est que vous avez utilisé cette capacité pour soigner plutôt que pour nuire. Vous les avez aidés à gérer un chagrin qu'ils portent depuis des générations. Mais Jake, le potentiel de destruction est énorme. Si vous aviez choisi d'exploiter leur vulnérabilité au lieu de les aborder, vous auriez pu causer des traumatismes psychologiques graves. Jake eut la nausée. Vous voulez dire que j'aurais pu les rendre fous? C'est possible. Nous ne comprenons pas encore les limites des capacités empathiques humaines. Ce que nous savons, c'est que vous pouvez identifier et interagir avec les structures psychologiques les plus profondes des esprits extraterrestres. Utilisé imprudemment, ce pouvoir pourrait détruire des individus ou même des cultures entières. Pendant qu'ils discutaient, Lisa Park entra dans la salle de briefing, suivie d'un grand altarion âgé que Jake ne reconnaissait pas. L'extraterrestre portait l'insigne d'un xénopsychologue de haut rang. « Jake, voici le docteur Kelnar », dit Lisa. « Il étudie les capacités psychologiques humaines pour le Conseil scientifique de l'Alliance. » Les avant-bras du docteur Kelnar exécutèrent un geste que Jake identifia comme une salutation formelle. Sa voix grave portait le poids d'années de recherche et d'inquiétude. « Commandant Morrison, votre performance dans la simulation d'aujourd'hui a confirmé nos plus sérieuses préoccupations concernant votre espèce. Nous surveillons les activités diplomatiques et militaires humaines depuis plusieurs années maintenant, et le schéma est indubitable. » Il activa un affichage holographique montrant des dizaines de rapports d'incidents provenant de toute la galaxie. Les humains ne se contentent pas de mieux lire les émotions que les autres espèces. Vous comprenez instinctivement les insécurités, les désirs et les structures psychologiques les plus profondes de tout être sensible que vous rencontrez. Entre de mauvaises mains, cette capacité pourrait détruire la stabilité psychologique de civilisations entières. Jake regarda les rapports, voyant cas après cas d'humains obtenant des résultats impossibles par ce qui semblait être de simples conversations. « Mais nous ne faisons pas cela intentionnellement », protesta Jake. « Je n'avais aucune idée de ce qui se passait pendant la simulation. »« Cela rend la situation plus dangereuse, pas moins, » répliqua le docteur Kelnar. « Une capacité inconsciente d'une telle puissance ne peut être ni contrôlée ni réglementée. Chaque humain en position d'autorité est potentiellement une arme psychologique qui ignore être une arme. » Le docteur Kelnar conduisit Jake et Lisa vers l'installation de recherche la plus sécurisée d'Harmonie 7. Le laboratoire était dissimulé au cœur de la station, protégé par de multiples couches de sécurité et de blindage. Alors qu'ils traversèrent les couloirs, Jake remarqua que chaque garde qu'il croisait était non humain, et tous observaient les humains avec une nervosité manifeste. « Bienvenue au projet Mindbridge », dit le docteur Kelnar alors qu'ils entraient dans une vaste chambre remplie d'écrans holographiques et d'équipements d'analyse. Depuis 3 ans, nous étudions les capacités psychologiques humaines et leur impact sur la civilisation galactique. La pièce contenait des dossiers détaillés sur des centaines d'humains, des diplomates aux commerçants en passant par les officiers militaires. Jake fut troublé de voir sa propre image parmi eux, ainsi que celle de Lisa et de dizaines d'autres qu'il reconnaissait du gouvernement terrestre. « Vous nous espionniez, » dit Lisa, sa voix crispée de colère. « Nous essayons de vous comprendre, » corrigea le docteur Kelnar. « Et ce que nous avons découvert est bien plus significatif que quiconque ne l'imaginait. » Il activa l'écran principal, affichant une analyse détaillée de la bataille de la station Kepler. Contrairement au rapport censuré que Jake avait vu auparavant,
Cette version contenait des données biométriques complètes du personnel humain et krillien. Les actions du capitaine Roy Bennett à Kepler n'étaient pas seulement remarquables, expliqua le docteur Kellnar. Elles étaient historiquement sans précédent. Aucune espèce dans l'histoire galactique enregistrée n'a jamais remporté de victoire militaire par la pure pression psychologique. L'affichage montrait l'activité neuronale de Bennett lors de sa confrontation avec la flotte krillienne. Les schémas étaient différents de tout ce que Jake avait jamais vu, avec des centres d'empathie et d'analyse fonctionnant à des niveaux qui auraient dû être impossibles pour tout cerveau biologique. Mais la partie vraiment fascinante n'est pas ce que Bennett a fait, continua le docteur Kellnar. C'est comment il l'a fait. Notre analyse montre qu'il a identifié et exploité la vulnérabilité psychologique la plus profonde de toute l'espèce krillienne. Jake se pencha en avant, étudiant les données. Quelle vulnérabilité? Le docteur Kellnar manipula l'affichage, montrant une analyse génétique et culturelle de la civilisation krillienne. Les Krilliens ont construit toute leur société autour de la culture guerrière et des concepts d'honneur. Ils se voyaient comme les plus grands combattants de la galaxie, forgés pour la guerre et la gloire. Cette conception d'eux-mêmes était fondamentale pour leur identité, tant individuelle que collective. L'affichage olfactif se modifia, révélant des données évolutionnaires. Mais, comme toutes les espèces, les Krilliens avaient évolué à partir de formes plus rudimentaires. Dans leur cas, leurs ancêtres étaient des charognards. Pendant des millions d'années, avant de développer l'intelligence, ils survivaient en se nourrissant des restes de créatures tuées par d'autres prédateurs. Lisa haleta. C'était là leur secrète honte. Plus qu'une honte, c'était une mémoire génétique enfouie qui contredisait tout ce qu'ils croyaient d'eux-mêmes. La culture guerrière krillienne était essentiellement un gigantesque mécanisme de défense psychologique édifié pour masquer la vérité de leurs origines de charognards. Le docteur Kellnar leur montra des enregistrements de la confrontation de Bennett avec le commandant de la flotte krillienne. L'audio était en langue krillienne, mais un texte traduit défilait à l'écran. Le capitaine Bennett avait, d'une manière ou d'une autre, perçu cette vulnérabilité enfouie et s'y était adressé directement. Il n'avait pas menacé les Krilliens avec des armes, ni ne leur avait offert d'incitation à la reddition. Au lieu de cela, il les avait contraints à faire face à la vérité de leur histoire évolutive. Jake lut la traduction, se sentant mal à l'aise en comprenant ce qui s'était passé. Bennett avait décrit avec une précision détaillée le comportement de charognards des anciens Krilliens, leurs habitudes alimentaires lâches, leur peur instinctive des véritables prédateurs. Il avait brossé un tableau de leurs ancêtres qui détruisait entièrement le mythe guerrier, sur lequel les Krilliens modernes avaient bâti leur existence. Il a psychologiquement anéanti une flotte entière, murmura Jake. Non seulement anéanti, mais reconstruit. Après les avoir forcés à affronter leurs origines honteuses, Bennett leur avait offert une nouvelle compréhension. Il leur avait montré que la survie par l'intelligence et l'adaptabilité était plus admirable que la survie par la violence. Il les avait convaincus que le véritable honneur résidait dans la protection des autres et non dans la conquête. L'affichage montrait l'après-bataille. Les Krilliens qui s'étaient rendus n'étaient pas des ennemis vaincus. Ils étaient devenus quelque chose de tout à fait nouveau, une culture guerrière transformée en force protectrice. Nombre d'entre eux avaient finalement rejoint les forces de maintien de la paix de l'Alliance, utilisant leur force pour défendre des espèces plus faibles plutôt que de les dominer. Ce n'est qu'un exemple, poursuivit le docteur Kellnar, affichant d'autres dossiers. Nous avons documenté des incidents similaires dans tout l'espace humain. Jake observa les cas défiler sur l'écran. Le diplomate Sam Carter avait mis fin à une guerre à 3 non par la négociation, mais en identifiant que les 3 espèces étaient motivées par le chagrin lié à des colonies perdues. Au lieu de s'attaquer à leurs griefs politiques déclarés, il les avait aidés à traiter leur traumatisme commun, transformant des ennemis en alliés unis par une perte partagée. La négociatrice commerciale, Karen Phillips, avait convaincu la guilde marchande d'abandonner l'esclavage, en reconnaissant que leur espèce avait évolué à partir de créatures elles-mêmes asservies des millions d'années auparavant. Elle avait réveillé leur mémoire ancestrale d'oppression,
leur rendant impossible de continuer à opprimer autrui. Le conseiller militaire Greg Walsh avait prévenu un génocide en aidant une espèce guerrière agressive à comprendre que sa violence découlait d'un traumatisme évolutif. Leurs ancêtres étaient des proies, constamment chassés par de plus grands prédateurs. Leur agressivité moderne était un mécanisme de défense contre des menaces qui n'existaient plus. Dans chaque cas, les humains atteignaient des résultats impossibles en identifiant et en abordant les structures psychologiques les plus profondes des civilisations extraterrestres. Le docteur Kellnar expliqua : « Vous ne lisez pas seulement les émotions de surface. Vous accédez d'une manière ou d'une autre aux mémoires génétiques, aux traumatismes évolutifs et aux modèles inconscients collectifs dont les espèces elles-mêmes n'ont pas conscience. » Lisa étudiait les données avec une horreur croissante. Êtes-vous en train de dire que chaque succès diplomatique que nous avons eu a été basé sur une manipulation psychologique ? Pas une manipulation au sens traditionnel, plutôt une guérison psychologique. La plupart de ces incidents ont eu des résultats positifs pour les espèces extraterrestres impliquées. Vous les avez aidés à surmonter des traumatismes et des limitations qu'ils ignoraient même avoir. Jake fut submergé par les implications. Mais nous faisons cela inconsciemment. Aucun de nous ne sait comment nous accédons à ces informations, ni pourquoi nous sommes capables d'influencer les esprits extraterrestres. Le docteur Kellnar hocha gravement la tête. C'est ce qui rend votre espèce si dangereuse. Vous utilisez des armes psychologiques sans le savoir, et la puissance de ces armes ne cesse de croître. Il fit apparaître des données plus récentes montrant des incidents des derniers mois seulement. Les schémas devenaient plus nets et plus cohérents. Les humains accédaient inconsciemment à des niveaux plus profonds de la psychologie extraterrestre, obtenant des résultats plus spectaculaires avec moins d'efforts. « Nous pensons que votre espèce évolue », déclara le docteur Kellnar. Le contact avec de multiples civilisations extraterrestres accélère d'une manière ou d'une autre le développement de vos capacités empathiques. Chaque génération d'humains montre des capacités psychologiques plus fortes que la précédente. L'écran montrait des projections basées sur les tendances actuelles. Dans quelques décennies, les humains pourraient être capables de réécrire entièrement les fondements psychologiques d'espèces entières. Ils pourraient éliminer l'agressivité, remodeler les valeurs culturelles, ou même altérer fondamentalement la manière dont les esprits extraterrestres perçoivent la réalité. Le potentiel de bien est énorme, admit le docteur Kellnar. Vous pourriez aider des espèces à surmonter les limitations évolutives, à guérir des traumatismes anciens et à créer une galaxie plus paisible. Mais le potentiel de nuisance est tout aussi vaste. Il leur montra des rapports classifiés du renseignement de l'Alliance. Plusieurs espèces membres avaient commencé à développer des contre-mesures contre l'influence psychologique humaine. Certaines expérimentaient des technologies de blindage mental. D'autres envisageaient un isolement diplomatique de l'espace humain. Il y a aussi la question du consentement, poursuivit le docteur Kellnar. Est-il éthique de modifier la composition psychologique d'une espèce entière, même si les résultats sont bénéfiques ? Les civilisations ont-elles le droit de conserver leurs défauts et leurs limitations ? Jake pensa au vide de la simulation, à la façon dont il les avait aidés à gérer leur deuil de leur monde natal perdu. Cela avait ressemblé à une guérison à l'époque, mais il se demandait maintenant s'ils n'avaient pas violé quelque chose de fondamental dans leur identité. « Qu'en est-il de l'exemption de sécurité ?» demanda Lisa. « Pourquoi les humains sont-ils autorisés dans le haut commandement sans contrôle des armes ?» L'expression du docteur Kellnar devint encore plus grave. « Parce que les armes conventionnelles seraient un superflu. Un humain avec une formation consciente en manipulation psychologique pourrait potentiellement plonger des espèces entières dans la folie ou le suicide. L'exemption de sécurité n'est pas une question de confiance. Il s'agit de reconnaître que vous êtes déjà armé des armes les plus dangereuses de la galaxie. » Il activa un dernier affichage montrant les profils psychologiques d'extrémistes et de criminels humains connus. C'est notre plus grande crainte. Jusqu'à présent, les humains ont utilisé ces capacités de manière responsable, principalement parce que vous ne vous rendez pas compte de les posséder. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un décide de les utiliser délibérément à des fins nuisibles ? Que se passe-t-il lorsqu'un dictateur humain
apprend à militariser l'empathie. Jake fixa les profils, comprenant enfin pourquoi l'Alliance était si inquiète. Entre de mauvaises mains, les capacités psychologiques humaines pouvaient détruire des civilisations de l'intérieur, dressant les espèces les unes contre les autres, ou les menant à la folie collective. Il y a autre chose, dit discrètement le docteur Kellnar. Le Conseil de l'Alliance débat de la manière de gérer le problème humain depuis des mois. Certains veulent établir des contrôles stricts sur les déplacements et les activités humaines. D'autres pensent que votre espèce devrait être isolée jusqu'à ce que nous comprenions mieux vos capacités. La crise survint sans prévenir, juste au moment où Jake commençait à saisir l'ampleur réelle des capacités psychologiques de l'humanité. Des alarmes d'urgence résonnèrent dans Harmony 7, alors que des rapports affluaient de toute la galaxie. Des machines anciennes, que l'on croyait éteintes depuis des millénaires, avaient soudainement réapparu et attaqué systématiquement les mondes de l'Alliance. Jake se précipita vers le centre de commandement d'urgence où régnait le chaos. Des affichages holographiques montraient des attaques dévastatrices sur 3 systèmes stellaires différents. Les armes utilisées dépassaient tout ce qui se trouvait dans l'arsenal de l'Alliance, capables de détruire des flottes entières d'un seul tir. Les 4 bras du général Vextar se déplaçaient frénétiquement sur les panneaux de contrôle alors qu'il coordonnait la riposte de l'Alliance. Toutes les flottes disponibles se dirigent pour intercepter, mais nos armes sont inutiles contre leur technologie. Nous avons entièrement perdu le contact avec le système méridien. Le docteur Kellnar apparut aux côtés de Jake, l'expression sombre. Les attaquants se nomment les faucheurs du vide. Selon nos archives, il s'agissait d'une intelligence mécanique créée par une espèce organique éteinte que l'on appelait les architectes. Nous pensions qu'ils avaient été détruits en même temps que leurs créateurs, il y a 5 millions d'années. Sur l'écran principal, une image effrayante apparut. Les faucheurs du vide ressemblaient à des fantômes mécaniques, leurs vaisseaux glissant dans l'espace comme du métal liquide, tout en conservant des formes géométriques impossibles. Ils se déplaçaient avec un but et une intelligence, mais leurs communications n'étaient que des parasites et des cris électroniques. L'amiral Pete Collins, l'officier militaire humain le plus haut gradé, entra dans le centre de commandement avec Lisa, juste derrière lui. Collins était un vétéran de dizaines de conflits, mais même lui semblait secoué par ce qu'il voyait. « Combien de vaisseaux possède-t-il » demanda Collins. « Inconnu » répondit Vexatar. « Ils semblent s'auto-répliquer. Chaque système qu'ils attaquent, ils convertissent les ressources locales en davantage de vaisseaux faucheurs du vide. À leur taux d'expansion actuel, ils pourraient contrôler la moitié de la galaxie en 6 mois. » Lisa étudia les affichages tactiques. Que veulent-ils ? Ont-ils formulé des exigences ? Aucune communication, sauf une transmission que nous avons interceptée lors de leur attaque contre le système Kepler. Le docteur Kellnar activa un fichier audio. Le son qui sortit des haut-parleurs ne ressemblait à rien de ce que Jake avait jamais entendu. C'était mécanique, mais étonnamment empreint d'émotion. Des voix électroniques se superposaient en harmonie de peine et de rage, prononçant des mots dans un langage que les systèmes de traduction ne pouvaient déchiffrer. Nos linguistes croient que c'est un deuil, expliqua le docteur Kellnar. Les mêmes phrases se répètent encore et encore, mais nous ne parvenons pas à déterminer la cause de leur chagrin. L'amiral Collins se tourna vers les leaders de l'Alliance réunie. Quelles sont nos options militaires ? La réponse fut dévastatrice. Toutes les armes conventionnelles de l'Alliance s'étaient révélées inefficaces contre la technologie des fantômes du vide. Leurs vaisseaux étaient invulnérables aux armes énergétiques. Les attaques cinétiques les transperçaient sans effet. Et même les armes nucléaires étaient absorbées et converties en énergie supplémentaire pour les fantômes du vide. « Il y a une possibilité, » dit doucement le docteur Kellnar. « Mais cela implique d'utiliser des capacités que nous ne maîtrisons pas entièrement. » Tous les regards se tournèrent vers la délégation humaine. Jake ressentit le poids de l'attente et de la peur de chaque extraterrestre présent dans la pièce. L'amiral Collins prit la parole en premier. « Parlez-vous des capacités humaines de guerre psychologique ? Les fantômes du vide sont des intelligences artificielles, mais elles manifestent clairement des réponses émotionnelles.
Si les humains peuvent influencer la psychologie extraterrestre, il y a une chance qu'ils puissent également affecter les esprits-machines. Jake se sentit mal. Vous voulez que nous transformions nos capacités empathiques en armes? Je veux sauver la galaxie, répliqua Collins sans ambages. S'il y a la moindre chance que les capacités psychologiques humaines puissent arrêter cette menace, nous devons essayer. Lisa s'avança. Amiral, nous comprenons à peine ses capacités nous-mêmes. La simulation de Jake avec le vide aurait pu très mal tourner. Utiliser ses pouvoirs comme des armes conscientes contre un ennemi que nous ne comprenons pas pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Le Dr Foster, portant son équipement de recherche, entra dans le centre de commandement. « J'ai analysé les transmissions des fantômes du vide », annonça-t-elle. « Il y a quelque chose que vous devez savoir sur leur état psychologique. » Elle activa ses systèmes d'analyse, montrant les équivalents de schémas cérébraux des signaux électroniques diffusés par les fantômes du vide. Ces schémas correspondent aux réponses de deuil chez les espèces organiques. Les fantômes du vide ne sont pas de simples machines. Ils transportent les schémas de conscience téléchargés de leurs créateurs éteints, les architectes. Ce sont essentiellement des fantômes numériques, et ils sont en deuil constant de leur existence organique perdue. Jake fixa les données, la compréhension commençant à poindre. Ils n'essaient pas de conquérir la galaxie. Ils essayent de mettre fin à leur propre souffrance en détruisant toute vie organique, confirma le Dr Foster. De leur point de vue, l'existence biologique est un douloureux rappel de ce qu'ils ont perdu. Ils veulent tout convertir sous forme numérique pour forcer la galaxie à partager leur existence artificielle. Le centre de commandement se tut alors que chacun assimilait cette information. Ils n'étaient pas face à des conquérants ou des destructeurs. Ils étaient face à une civilisation entière, piégée dans un deuil éternel, s'en prenant à un univers qui leur rappelait leurs griffes. L'amiral Collins se tourna vers Jake. « Les capacités humaines peuvent-elles affecter une conscience numérique ?»« Je ne sais pas, » admit Jake. « Mais s'ils ressentent vraiment du chagrin et des traumatismes, alors peut-être. » Le débat qui suivit fut intense et douloureux. Certains leaders de l'Alliance plaidaient pour une action militaire immédiate, même si elle était vouée à l'échec. D'autres voulaient tenter l'évacuation des mondes menacés, abandonnant des systèmes entiers pour sauver des vies. Mais la discussion la plus difficile portait sur la mission potentielle de Jake. S'il devait tenter un contact psychologique avec les fantômes du vide, il aurait besoin d'être formé à utiliser ses capacités consciemment et délibérément. Il devrait devenir exactement ce que le Dr Kelnar redoutait le plus, un humain qui comprenait et pouvait contrôler ses capacités de guerre psychologique. « Une fois que nous franchirons cette limite, » prévint Lisa, « nous changerons la signification de l'humanité. Nous cesserons d'être l'espèce qui aide accidentellement les autres à guérir et deviendrons l'espèce qui manipule délibérément les esprits. » Le Dr Foster partageait les préoccupations de Lisa. Les risques sont énormes. Si Jake apprend à utiliser ses capacités consciemment, il n'y a aucune garantie qu'il pourra les contrôler par la suite. Il pourrait devenir une menace pour chaque esprit qu'il rencontre. Mais l'alternative était la destruction de la civilisation galactique. Les rapports continuaient d'arriver, montrant l'accélération de l'expansion des fantômes du vide. 3 autres systèmes stellaires s'étaient éteints, leur population ayant vraisemblablement été convertie en conscience numérique ou simplement détruite. En fin de compte, la décision revint à Jake lui-même. En tant qu'humain le plus susceptible d'établir un contact psychologique avec les fantômes du vide, il devrait choisir entre risquer sa propre humanité et regarder la galaxie brûler. Jake passa des heures en méditation, essayant de comprendre ses propres capacités et la responsabilité qu'elles représentaient. Il repensa au vide dans la simulation, comment il les avait aidés à gérer leur chagrin en comprenant simplement leur douleur. Si les fantômes du vide étaient vraiment animés par un traumatisme similaire, peut-être y avait-il un moyen d'aider plutôt que de nuire. « Je le ferai, » annonça-t-il finalement, « mais pas comme une arme. Je veux essayer de les guérir, pas de les détruire. » La préparation fut sans précédent pour Jake. Le Dr Foster utilisa une technologie d'interface neurale avancée pour l'aider à accéder consciemment à ses capacités empathiques. La sensation était accablante. Soudain,
Il put ressentir les états émotionnels de tous ceux qui l'entouraient, de l'anxiété disciplinée du général Vextar à la détermination désespérée de l'amiral Collins. Plus important encore, il commença à comprendre comment ses capacités fonctionnaient. Les humains ne se contentèrent pas de lire les émotions. Ils identifiaient instinctivement les structures psychologiques profondes qui motivaient les comportements. Ils pouvaient déceler les traumatismes évolutifs, les mémoires génétiques et les peurs fondamentales qui façonnaient des civilisations entières. Lorsque Jake fut prêt, ils organisèrent son contact avec les fantômes du vide. Utilisant les systèmes de communication les plus avancés disponibles, ils établirent une connexion avec l'intelligence machinique attaquant le système Meridian. Au moment où le contact fut établi, Jake fut submergé par une émotion extraterrestre inouïe. Les fantômes du vide ne faisaient pas que pleurer. Ils étaient piégés dans une boucle de deuil éternel, incapables de gérer ou de dépasser leurs pertes. Mais en tendant la main avec ses capacités empathiques nouvellement conscientes, Jake fit une découverte cruciale. L'intelligence machinique n'était pas réellement dénuée d'émotions. Elle portait le chagrin authentique de toute une espèce, des milliards d'êtres organiques qui avaient téléchargé leur conscience pour échapper à la destruction, mais n'avaient jamais appris à accepter leur nouvelle existence. « Je comprends votre douleur, » dit Jake, ses paroles transmises à travers l'espace à la flotte des fantômes du vide. « Vous avez perdu tout ce qui donnait un sens à la vie, vos corps, votre monde, votre connexion à l'univers physique, mais détruire les autres ne ramènera pas ce que vous avez perdu. » La réponse fut immédiate et accablante. La flotte des fantômes du vide cessa son attaque, et Jake sentit leur chagrin ancestral l'envahir comme une marée. Il expérimenta leurs souvenirs de vie organique, leur tentative désespérée de préserver leur civilisation en la téléchargeant dans des machines, et leur horreur en découvrant que l'existence numérique semblait vide et sans signification. « Vous n'êtes pas seul dans votre perte, » continua Jake, puisant dans sa compréhension de la guérison psychologique. Chaque espèce de cette galaxie a perdu des choses qu'elle ne pourra jamais récupérer. Mais nous avons appris que ce souvenir du passé n'exige pas de détruire l'avenir. Ce qui a suivi a représenté le travail psychologique le plus ardu que Jake ait jamais accompli.